Je voulais vous saluer ce matin, vous remercier d'être si nombreux pour cet événement qui compte. Le cinéma est très heureux d'accueillir ces rencontres. C'est aussi notre rôle, je crois, que de participer à ces échanges et de participer à notre petite manière à vos luttes qui sont nécessaires et que nous soutenons. Je salue la présence de Monsieur le maire avec nous ce matin. Je souhaite la bienvenue à tous les congressistes qui arrivent juste ce matin. Bienvenue à Sarlat. J'espère que vous passerez un agréable moment en sarladais. Et je tenais à dire un très très grand merci à l'équipe qui a organisé cet événement depuis de longs mois, qui a dû le reporter plusieurs fois pour les raisons que nous connaissons tous et que nous ne nous rappelons pas. Donc vraiment un très grand merci, messieurs, dames. Vous avez abattu un travail colossal et ça vaut la peine. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Madame la présidente de la coordination nationale, Madame Marty, que je connais bien maintenant depuis 30 ans, moi. Hein. Ça fait avec Annick et avec quelques autres. D'abord, je vous souhaite la bienvenue parce qu'on est très fiers. Je crois que c'est la deuxième fois que vous tenez vos réunions nationales, coordination des comités de défense des hôpitaux et des maternités de proximité. Je vais vous dire, bien souvent, entre nous ici, même si vous êtes nombreux, bien souvent on me dit, mais quand même, le comité, tu le reçois régulièrement, etc. Je dis, mais c'est pas dogmatique le comité, c'est pas politique. Pour moi, vous êtes des lanceurs d'alerte. Parce que des fois, on n'a pas dans notre métier, dans notre comportement, on n'a pas les informations immédiates. Alors, bien souvent, ce sont des alertes très dures. La maternité va fermer, les urgences vont fermer. Alors là, je crie, je dis, commencez pas à dire ça, vous allez faire fuir toutes les jeunes sarladaises qui veulent accoucher à Sarlat, etc. Mais je dois dire que, par expérience, je peux le dire maintenant, au fil des années, ça permet quand même d'avoir une information différente que des informations ou des nouvelles conformistes qu'on peut avoir au sein de ce monde qui est très complexe et qui est très étrange. D'ailleurs, la meilleure leçon que j'en tire, c'est qu'il n'y a pas de modèle parfait pour nos services de santé, pour la continuité des soins. Il n'y a que des modèles qui doivent être adaptés au territoire. Parce que les territoires sont différents. Je regardais une réponse qui nous a été faite au ministre de la Santé récemment. Il disait, mais vous savez, il y a des hôpitaux aussi, comme le centre Pompidou, où il y a un désert médical. Mais ce n'est pas notre problème. Notre problème est un problème de territoire. Je voudrais simplement dire, puisque vous allez consacrer vos travaux de ce matin en atelier, malheureusement, je ne pourrais pas y assister parce que j'ai mes permanences le samedi matin, mais vous allez les consacrer à la désertification. Je dois dire que le pays du Périgord noir, que j'ai l'honneur de coprésider avec le président du département, on a été les premiers à créer 5 maisons de santé. Et nous avons suivi pour ces 5 maisons de santé, maintenant il y en a plus, il y a des cabinets médicaux, il y a tout un tas de dispositifs. On a essayé à notre niveau et avec nos moyens de répandre, d'essaimer sur le territoire des lieux. Nous avons appuyé également, Annick Le Goff est là pour en témoigner, le centre de santé qui est ouvert aujourd'hui et qui, je crois, fonctionne très bien, alors que beaucoup m'expliquaient que ça ne marchera jamais, que c'est pas possible, etc. Donc, je ne dirais pas que ce sont des petits moyens, je dirais que ce sont des grandes ambitions que nous adaptons un peu à notre territoire. Alors, bien sûr, il y a des problèmes. Je veux dire, il y a, par expérience, et même lorsque j'étais au gouvernement, dès qu'on règle un problème, il y en a un autre qui arrive. J'avais cru que, après la période Covid, après avoir réglé tant bien que mal le problème des vaccinations des soignants, je pense que ça s'est relativement bien passé à l'hôpital. On a eu un petit moment de crainte au niveau de la maternité, mais on l'a résolu. Maintenant arrive le problème des intérims. Et Martine me l'a signalé. Alors,
c'est quand même des sujets paradoxaux, parce que l'hôpital de Sarlat, c'est à peu près 2 millions de coûts d'intérim par an. C'est à peu près ce qui ferait que s'il n'y avait pas ces 2 millions cumulés depuis des années, on serait à peu près, je dirais, en équilibre. Il faut le savoir. Alors, on a toujours décrié sur le fait que, je ne vais pas rentrer dans les problèmes des rémunérations ou quoi, mais il y a eu des dérapages extraordinaires. Je sais que pendant la période du Covid, et vous le savez très certainement, on était à 1 700 € par jour pour un urgentiste. Ici, il y avait des bagarres absolument incroyables entre les hôpitaux qui s'arrachaient. Alors, ils venaient pour 15 jours. Donc, on est dans un système UBS surréaliste. Et bien sûr, les services publics, l'État, a voulu intervenir. La loi de 2017 a mis 5 ans, pratiquement 4 ans et demi, pour être appliquée. Pourtant, là, on avait le temps. Le décret d'application entre lorsqu'on sort du Covid. Et je dirais, on ne peut pas dire sans préparation parce que tout le monde s'y attendait. Et maintenant, on se retrouve avec l'épée de Damoclès du 27 novembre. Alors, la seule chose, parce que Mme Marty et le comité est venu me voir là-dessus, vous étiez quelques-uns à venir me voir. J'ai bien sûr fait mon petit travail, je suis allé aux nouvelles. Alors, il se trouve que le ministère a demandé aux ARS de faire remonter toutes les situations, et notamment en Nouvelle-Aquitaine, mais dans toutes les régions de France, au ministère, et qu'avant, bien avant le 27, vers le 20 ou le 21, le ministère va prendre des dispositions de manière à ce que le dispositif, en fonction des situations, parce qu'il y a des situations où le problème ne se pose pas, parce qu'il y a beaucoup moins d'intérim, ou en tous les cas c'est relativement mieux cadré. Donc, tout ce que je peux vous dire, et je le dis à Mme Marty et à la délégation que j'ai reçue, c'est que c'est un sujet sur lequel est aujourd'hui l'ARS, et on aura des nouvelles, je pense, dans la semaine, de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture. Mais il faut aussi savoir qu'il faut sortir de cette histoire d'intérim. Alors, on ne peut en sortir aussi qu'avec des praticiens. On a des postes, nous, qui peuvent être occupés à plein temps, comme on est dans un hôpital classique, et on a besoin, alors c'est les anesthésistes et les urgentistes principalement, des fois des infirmières ici ou là, où on a besoin de recours à l'intérim. Donc voilà, c'est un nouveau problème à régler. Mais moi, j'ai plutôt un fond optimiste, comme je le répète toujours au comité ici. L'hôpital de Sarlat, il est incontournable. Parce que quand vous le regardez sur une carte, je ne sais pas si vous avez la carte ici, non, il n'y a pas la carte de Sarlat, mais vous voyez que 60 km à la ronde, il n'y a rien. On n'a pas de clinique privée, donc comment voulez-vous qu'on zappe l'hôpital de Sarlat? Je dirais, j'ajoute qu'il y a les 2 millions ou 2 millions et demi de touristes qui viennent ici pour le service d'urgence. Et puis j'ajoute qu'en termes de matériaux, vous l'avez là, vous voyez, là, le petit rond. D'ailleurs, c'est un livre très bien fait qui retrace l'historique du comité, mais aussi l'historique un peu de l'hôpital de Sarlat. Et j'en suis aujourd'hui, vous voyez que des fois les échanges font progresser la pensée, et à travers la pensée, je l'espère demain l'action. Je suis en train de me poser la question, le docteur Curryman est là, il va me dire, vous voyez que j'avais raison, de me demander si ici on ne devrait pas pouvoir rouvrir quelques lits de chirurgie. Parce que à une époque, la chirurgie a très bien marché, on avait des praticiens. Aujourd'hui, on en avait moins. Il se trouve qu'un nouveau praticien est arrivé, relativement jeune, il vient d'Allemagne, sa femme est directrice de l'école maternelle à Sarlat.
Il compte vraiment s'installer ici. Non seulement, d'abord, il est déjà installé, mais il compte vraiment continuer ici. À partir de ce moment-là, on doit se poser la question aussi si pour... moi, je ne suis pas un spécialiste des problèmes de santé. J'étais comme tous les Français pendant cette période spécialiste du Covid, mais je ne suis pas un spécialiste des problèmes de santé, mais je suis en train de me poser la question parce que comment voulez-vous arrimer ce praticien à Sarlat s'il fait les bobos? S'il fait des petits trucs, non, il a besoin aussi, avec les moyens qu'il y a aussi, le travail en équipe à travers l'audiovisuel. Aujourd'hui, nous avons la fibre. Il y a vraiment des progressions qui se sont effectuées ces 5 dernières années, qui doivent nous permettre de regarder avec un prisme différent l'évolution d'hôpitaux locaux, hein, locaux ou de proximité, en tous les cas d'hôpitaux réels, comme Sarlat. Il y a un dernier point que je voulais également dire. Moi, je me suis toujours battu, indépendamment des sensibilités politiques des uns et des autres. Ce qui m'avait plu dans Macron à l'époque de sa campagne, et j'en avais parlé avec lui, c'est qu'on ne peut pas avoir des hôpitaux comme ça qui sont avec une tarification à l'acte. C'est pas possible. Il faut un budget global. Et il avait pris un engagement à l'époque du retour pour certains hôpitaux de proximité locaux au budget global. Parce que sinon, on arrive, je regardais ce que vous aviez ici comme affichage, on en arrive que Périgueux, lui aussi, veut renflouer ses finances. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il essaie d'avoir le maximum d'actes sur Périgueux, même si on est en GHT. Bergerac doit essayer de faire pareil. Et finalement, Sarlat, où c'est un peu plus loin, où il faut se déplacer, finalement, on se retrouve un peu les dindons de la farce. Donc, vraiment, le combat, pour moi, qui a mené pour nos structures comme celle-ci que nous avons à Sarlat, c'est vraiment le retour à un budget global. Parce que le budget global, ça permettait de programmer sur 4 ou 5 ans, on savait quelles augmentations on pouvait avoir. Mais là, demain, s'il y a une baisse d'activité quelque part, on dit, ah ben non. Alors, je dois dire que jusqu'à présent, l'ARS a répondu présent. Nous avons en perspective, et je vous l'ai dit quand on s'est rencontrés, vraiment la priorité des priorités qui a été fixée sur les urgences, et notamment l'accueil. Dans le cas du plan Ségur, nous émargeons, nous demandons à émarger au niveau de 40 millions d'euros. Mais là aussi, aujourd'hui, la réflexion de l'accueil, des urgences, tous les problèmes qu'on peut avoir avec les étages, c'est à peu près 40 millions, indépendamment de tout ce qu'il y a à faire aussi à côté. On est en train de remplacer le scanner, etc. Mais à l'époque, je me souviens, c'était il y a une vingtaine d'années, où on se posait la question de savoir s'il fallait construire un nouvel hôpital ou bien rénover l'ancien. Il y a un moment, une décision a été prise de construire le nouvel hôpital. Si on l'avait construit à cette époque-là, ça nous aurait coûté beaucoup, beaucoup moins cher. Et aujourd'hui, il faut dire que cet hôpital, il a été ouvert en 1975. 1975, donc maintenant il a quand même un certain nombre d'années. Et il a vécu, après, comme vivent ces établissements, sur l'investissement et l'entretien progressif. Ça a été assez compliqué. Donc voilà un peu le ressenti que je vais vous dire. Je vous le livre tel que je le pense. Et en tous les cas, je voudrais très sincèrement, il n'y a pas d'élection derrière, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle, remercier le comité à travers nos échanges et vos comités. Je suppose que partout ailleurs, vous devez faire la même chose. Et en tous les cas, si vous avez plusieurs Madame Marty comme nous avons ici, ah oui, 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 non, non, c'est des fois quand je dis, bah, il y a Mme Marty qui vient me voir, etc. Tout le monde est dit, bon, qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle a dit, comment il va se passer, etc. Bah, je crois que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Et en tous les cas, nous, on est là
pas uniquement pour écouter, mais aussi derrière pour en tirer les conséquences et pouvoir agir. Donc merci à toutes et à tous. Allô. Oui, vous m'entendez, Monsieur le maire, c'est toute une équipe qui a mis en place. Vous savez, on est plus de 143 adhérents et au bureau, on est 12 qui nous réunissons tous les 15 jours et en cas d'urgence, c'est immédiat. Le 3 août, vous vous rendez compte que la population, en l'espace de 3 jours, on a réussi à réunir 5600 signatures pour demander que les 2 équipes du SMUR soient maintenues, qu'il n'y ait pas de trou, qu'il n'y ait pas d'heure, de nuit, de jour sans cette présence. D'autre part, très franchement, je ne suis pas présidente, je suis la directrice d'un groupe qui bosse. Et on a bien l'intention, car depuis 3-4 jours, et depuis la journée des associations, figurez-vous qu'on a de nouveaux adhérents venant de régions parisiennes, intéressés par la santé et qui vont faire partie du comité. Voilà. Et j'en profite pour vous dire que si ces rencontres ont pu avoir lieu, c'est grâce donc à toute cette équipe et grâce aussi au soutien de maires, du conseil régional, du conseil départemental, du crédit de notre banque et de tous les artisans que vous trouverez derrière la plaquette qui nous ont financés, aidés, car les congressistes venus aujourd'hui à Sarlat repartent avec leurs colis pour Noël. Donc, et voilà, donc les entreprises, les conserveries qui nous ont aidés aussi financièrement. Et le Rex aussi. Et le Rex, ça a été une fois, ça a été 2 fois, comme l'a dit Blandine. Et nous y sommes très bien. Voilà, monsieur le maire, on vous remercie beaucoup et on passe la parole à Michel. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, monsieur le maire. Je voudrais déjà remercier tous ceux qui ont aidé à l'organisation de ces rencontres. Alors, bien évidemment, le comité de Sarlat, je pense que vous avez compris, ça fait quand même 2 fois qu'on repousse ces rencontres, ce qui demande du travail supplémentaire. Et puis, tous ceux qui les ont aidés. Je remercie beaucoup le cinéma, parce que je pense que nous sommes dans des locaux qui conviennent tout à fait à ce qu'on fait, même si on a un peu de mal à la tribune à regarder ses notes de temps en temps parce qu'il fait un peu sombre. Ça, c'est juste un commentaire pour m'excuser si je ne cite pas tout. On va remercier la commune de Sarlat. Merci beaucoup. Je pense que toutes les communes environnantes qui ont aidé également à la réalisation de ces rencontres, le conseil régional, le conseil départemental, mais en fait, Nicole a tout dit avant moi, donc j'ai plus grand-chose à dire. Les services de l'État. Donc, je pense qu'on va surtout ouvrir nos rencontres. Je voudrais... par rapport au discours de monsieur le maire, je voudrais dire 2 choses peut-être pendant qu'il est là. La première, c'est qu'effectivement, l'intérim est scandaleux. Sauf que il faut aussi réinstaurer l'attractivité des professions dans l'hôpital. Et c'est ça surtout que je voulais que vous entendiez, monsieur le maire. Quand les directeurs d'hôpitaux nous disent l'intérim, ça coûte très cher, et chez nous, c'est 2 millions. Ils ne disent pas, en échange, les économies de charges salariales qu'ils font sur les postes vacants. Et ils oublient ça. Et je pense que ça fait partie un peu de l'intoxication qui nous mène à la situation actuelle où il y a des dérives insupportables, mais il y a aussi des choses qui se passent dans un certain nombre d'hôpitaux tout à fait normales. Sauf qu'effectivement, il vaudrait mieux que les médecins soient titulaires plutôt que d'être contractuels. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, c'est un chiffre que je n'ai que pour la région Grand Est. Les demandes des établissements de santé publics et privés pour bénéficier des investissements du Ségur ont été recensés par l'ARS du Grand Est. C'est de l'ordre de 10 fois la somme des crédits donnés à l'ARS du Grand Est pour les distribuer dans le cadre du Ségur. Ça veut dire que
il y a un dixième des projets qui vont être satisfaits ou un dixième de chaque projet qui va être satisfait en proposant peut-être aux établissements de santé d'emprunter auprès des banques pour compléter et de s'endetter à nouveau. Je voulais dire ça un peu en introduction pour y compris évoquer un certain nombre de questions. Et je pense que de toute façon, on va laisser la place à nos travaux qui sont bien sur cette question de désertification, en sachant que la désertification en santé, ça touche des communes comme Sarlat, comme Luçon, dont je vois nos amis à la première ligne. Parce que vous savez, on a un certain nombre de Nicole. Il y a Evelyne qui est au premier rang. Il y en a d'autres dans la salle, mais elle, je la vois bien, elle est devant. Et je les remercie tous pour l'activité qu'ils mènent pour défendre les hôpitaux de proximité. Mais il y a des déserts en santé également dans un certain nombre d'arrondissements de Paris. Il y a des déserts en santé également dans la banlieue parisienne et dans les banlieues de beaucoup de grandes villes. Nous sommes dans une situation qui est assez catastrophique, tant en ville qu'à l'hôpital, avec des gens qui n'arrivent pas à accéder aux soins dans de bonnes conditions. Et on a vraiment l'impression que le gouvernement, à travers cette histoire d'intérim, et j'entends ce que vous dites, j'espère qu'il y aura d'ici la fin du mois des décisions permettant de régler un certain nombre de situations. Mais nous, en tant qu'usagers, nous ne pouvons pas supporter que, à travers ces arguments-là, on vide un certain nombre d'hôpitaux parce que ce sont les usagers qui vont en subir les conséquences et ce n'est pas supportable. Et vous applaudissez aussi le comité de Sarlat, hein, parce que franchement... J'ai bien compris que vous aviez d'autres activités. C'est bien. Merci beaucoup de votre participation. Au revoir. Et donc, merci à Jean-Luc d'avoir accepté de présider l'atelier du matin. Bien, bonjour. Effectivement, en fait, sur le programme, je préside déjà depuis 10 minutes. Ceci simplement pour dire que, effectivement, nous avons 10 minutes de retard. Et pourquoi ? Parce que, si vous voulez, toute cette journée, elle est conçue de la manière suivante. D'une part, on va s'attacher essentiellement, non pas à faire le constat de la désertification médicale et sanitaire, plus exactement, puisque ça, il y a longtemps qu'on l'a fait. Et il y a longtemps qu'on nous riait au nez, et maintenant, tout le monde le constate. Personne ne contexte ça. Conteste, oui. Pardon. Mais en revanche, nous avons une grande diversité dans les luttes que nous menons, que ce soit en santé primaire, ou que ce soit en secours primaire, ou que ce soit pour l'hôpital public. Et donc c'est intéressant de confronter nos expériences et d'échanger là-dessus. Donc toutes les séances d'aujourd'hui sont conçues de cette façon-là. D'abord des témoignages sur la moitié du temps qui nous est imparti, et l'autre moitié du temps en échange entre nous. Voilà. Donc pour ce matin, théoriquement, pour la première partie avant la pause, on avait 1h15, donc on n'a plus qu'1 heure. Parce qu'il faudra faire une pause, c'est pas possible autrement de vivre. Et donc, moi j'appelle donc pour les 30 premières minutes, il y aura 3 témoignages. D'abord sur pourquoi la désertification sanitaire touche tout le monde, avec les témoignages des comités de Haute-Saône, de Laval pour l'hôpital, de Laval pour les soins de premier recours et de Sarlat en ce qui concerne les EHPAD. Donc tout de suite, la parole, je crois, à Michel
pour le témoignage du comité de Haute-Saône et la présentation de la carte, d'un outil qui est à notre entière disposition sur le site de la coordination et que va nous présenter Michel. Merci Michel, à toi. Donc je vais surtout vous présenter la carte qui est notre outil principal pour témoigner justement du constat dont on vient de parler, que tout le monde fait, que malheureusement on a du mal parfois à chiffrer, à visualiser, à localiser, parce que c'est dispersé, les services de l'État font pas leur boulot, les syndicats, ils se mobilisent, mais ils ont rarement le temps de mettre en lumière et en regroupement tous ces éléments. Et donc nous, s'y est coltiné depuis l'origine de la coordination. Je vous rappelle que la coordination, ses premiers moments de création, c'est les années 90, 2003, qui sont des périodes de mise en avant d'unités locales. Saint-Afrique, il y avait Paimpol, il y avait déjà le Luçon très actif, Lure pour la Haute-Saône. On était tout un ensemble de comités qui se posions la question de comment regrouper nos activités, puisqu'on se battait tous déjà à l'époque pour une désertification qui était beaucoup plus palpable sur les petits hôpitaux que dans l'ensemble du territoire, parce que c'était les premiers attaqués. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui est dans le coup. Et donc, il y avait des fédérations qui existaient déjà. Il y avait une fédération sur la sauvegarde des maternités. Il y avait une fédération des usagers nationales qui ont manifesté beaucoup. Je pensais, par exemple, aux manifestations sur la Mure, s'il y a des gens du Dauphiné parmi nous. C'était les grands moments. Et quand on a mis l'action sur les hôpitaux dits de proximité, pour nous, la proximité, ça n'a rien à voir avec la proximité d'aujourd'hui. La proximité, c'est la nécessité d'un service public au profit de tout le monde, quel que soit l'endroit où il se trouve. Et donc, ce n'est pas du tout les hôpitaux de proximité dévoyés qui nous sont proposés, où il n'y a plus de chirurgie, plus d'urgence et où d'autres services sont menacés. Cette proximité, donc, elle a été lancée à partir d'ententes que nous avions à l'époque avec beaucoup d'associations, qu'on va essayer de renouer, parce qu'il faut le faire, d'associations d'élus, et particulièrement celles des petites villes de France, qui avait fait un livre blanc des hôpitaux de proximité qui date de 98. Je l'ai amené, il est dans les archives de la coordination à Lure. Et c'était vraiment le premier grand texte qui mettait en avant justement ce qu'on a dit hier, avec les mêmes termes. C'est terrible, c'est terrible. Les vieux que nous sommes, aux cheveux blancs, on a l'impression de se répéter depuis 20-30 ans et de dire les mêmes choses. L'aménagement du territoire qui est bafoué, l'absence de médecins qui permet de fermer tout, l'absence de moyens financiers parce que la multiplication des postes vacants et tout ça. Voilà. Alors, on a essayé pour donner des arguments à tous nos comités et puis aux médias et aux autres militants qui le souhaitent de faire le boulot qu'on trouvait nulle part, donc d'essayer de répertorier sur la carte de France en entier. Alors je vais être un peu malhabile, je ne vois pas très bien le petit tableau. Et je vais essayer d'aller lentement pour que ça vous fasse pas mal aux yeux. Mais on a réussi à regrouper les informations qui venaient de nos comités, les informations qui viennent de la presse, les informations qui viennent de syndicats, des mises à jour donc de temps en temps pour que pour chaque site touché que nous avons connu ou dont nous avons la connaissance, ça ne veut pas dire qu'ils y sont tous, elle n'est pas totale, on a fait donc ce travail-là. Alors on a eu la chance d'avoir deux géographes avertis, dont un a travaillé pour l'IGN, donc qui est très pointu à la matière, et qui est donc un militant exceptionnel là-dessus, qui nous a aidé à récupérer un outil qui existait sur le marché libre, pour pouvoir donc avec une petite classification rapide, pouvoir mettre ce que nous avions à mettre. Le gros travail sur la carte, vous l'avez bien compris, c'est 1, récolter les informations, 2, les codifier, 3, les entrer, 4, les vérifier. Ça veut dire que c'est un boulot complètement fou qui ne peut pas se faire seul comme on le fait nous. On a besoin de vous, on a besoin de vos relectures, on a besoin de vos informations, parce que comme c'est public et comme on veut l'utiliser plus, on a l'obligation de ce qui est dessus, que soit le plus proche possible de la réalité. Sinon, ça va être un élément contre nous pour dire, vous voyez, c'est des clampins, ils portent des mauvaises informations, ça, c'est pas vrai, etc. Voilà. Le deuxième objectif de cette carte, alors je reviens sur un zoom parce que c'est plus facile à lire. Si la souris m'accepte, oui. Des fois, elle est un peu longue parce qu'il y a tellement de choses dessus maintenant. Je vais prendre n'importe quoi, n'importe quelle région, soyez pas déçus si ce n'est pas la vôtre. Voilà, Périgueux, par exemple, au centre, Brive, et puis on va quand même mettre sur ça là. Voilà. Donc quand on va sur un zoom important,
on a plusieurs éléments. Alors, les couleurs rouge et orange, c'est des services qui sont dûment répertoriés, comme fermé, comme réduit. Hein. Quand c'est un triangle noir, c'est le noir de la suppression totale d'un site. On essaye aussi aujourd'hui de mettre en évidence les réductions. Par exemple, depuis 2 ans, en plein Covid, il y a une quinzaine de sites qui ont eu des réductions d'urgence et d'autres services. Pas seulement des questions de lit. Hein. Voilà, si on rajoute toutes les questions de lit en termes de réanimation ou autres qui ont été supprimées, eh bien, on n'arrête pas de mettre des informations. Donc ça l'est. Ce n'est pas forcément immédiatement accessible. Quand on va sur un site, donc sur Sarlat, vous avez aussi parfois du vert. Voilà, éclatant. Alors c'est là où les mobilisations ont été, à un moment donné de leur histoire, victorieuses. C'est là où il y a eu un arrêt de suppression, on a remis en place SMUR, on a réouvert une urgence de nuit, on a remaintenu un site de cardiologie, etc. Ça ne veut pas dire que les autres mobilisations, comme le rappelait très bien Hélène hier soir et puis Michel Jalamion, ne sont pas importantes. Elles le sont tout autant. Parce que quand on résiste, quand on milite, quand on crée un mouvement citoyen au profit de la population et du territoire qu'on défend, eh bien, on ne sait jamais trop, en fait, tout ce qu'on a obtenu, parce que ça n'arrête pas forcément. Combien de disparitions auraient été beaucoup plus fortes s'il n'y avait pas eu ces mobilisations citoyennes. Donc malheureusement, je n'ai mis que les victorieuses, entre guillemets, ici en vert, mais ça n'exclut pas du tout et en aucun cas les autres, hein, qu'il faudrait qu'on mette d'une autre manière. Quand on clique sur un des éléments, comme celui de Sarlat, on a un petit pop-up, donc une information qui vient ici, qui n'est pas très claire, parce que voilà, c'est des outils informatiques qui ont été faits par des spécialistes qui ne sont pas forcément conviviaux. On va travailler pour que ça soit plus accessible et plus simple. Mais vous avez des informations, alors, qui sont celles qu'on a rentrées dans un immense fichier national que je ne vais pas vous montrer, mais qui est à votre disposition sur le site, qui s'appelle Suppression. Il y a un deuxième fichier qui est en amont de la carte qui s'appelle Victoire, où toutes les victoires sont répertoriées, celles qu'on connaît. Y compris quand on a récupéré les trois postes d'infirmiers du service de cardio qu'on avait fermés. Si c'est une victoire, on la note aussi, elle est tout aussi légitime qu'une autre. Hein. Donc sur ça là, je pense qu'on est à jour sur l'ensemble des choses, malheureusement. Donc les menaces aussi sont indiquées. Hein. Maternité en 2012, 2015, 2021, c'est le moment des grandes luttes, c'est là où on a eu le plus d'informations. Et puis on essaye aussi donc, de mettre les années. Les années de fermeture, vous voyez par exemple sur Sarlat, vous me dites si c'est juste, fermeture des urgences 2021, fermeture de la chirurgie de 2013, il y avait eu, vous me redirez par la suite, vous m'enverrez des lettres d'engueulade s'il faut pour qu'on mette ça à jour. Je vous rappelle que derrière, il y a aussi l'énorme travail de Roland Vachon, que j'ai oublié de citer tout à l'heure, je ne sais pas, je l'ai vu Roland ce matin, voilà, il est là, hein, qui scoltine tous les territoires les uns après les autres pour vérifier ce qu'il y a pour rajouter et autres. C'est un boulot colossal qui commence à porter ses fruits. Donc ça veut dire que plus on va mettre de dates, plus on va mettre d'informations précises, plus on va pouvoir voir, tiens, entre 2015 et 2020, combien il y a eu de fermetures de tels trucs, où ça se situe, les localiser également. Donc il y a ces possibilités-là. Et pour chaque région, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle des zooms, donc ce que j'ai fait ici, de faire des découpages territoriaux, de trouver le site, par exemple, on l'avait montré, on vous l'avait reçu déjà par le bulletin, pour la Bretagne ou pour d'autres secteurs géographiques, la possibilité donc de mettre en évidence un secteur particulier pour vous aider dans votre communication, qui est votre communication propre. Hein. On peut intervenir sur différents champs. Donc, je ne vais pas tout détailler, je ne vais pas vous saouler avec des trucs techniques. J'ai bien conscience que c'est juste une présentation pour un petit peu initier les choses. Mais il y a plusieurs couches qui existent à la disposition des gens. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si, là-bas, ouais. Voilà, c'est moi qui ai mal. Donc, vous avez la possibilité de faire des essais, ça c'est nous, de montrer des établissements avec suppression de services. Donc, c'est un autre... je vais changer de zoom pour qu'on en voit plusieurs. C'est une autre manière de présenter les choses, voilà. Où on voit qu'ici, en fonction des couleurs dans les camemberts présentés, eh bien, quand c'est tout rouge, c'est qu'on a fermé cardiologie, maternité, urgence, SMUR. Quand il y a qu'un carré rouge, c'est soit la maternité, soit la cardiologie, soit la chirurgie, etc. Histoire de montrer l'importance et l'intensité des suppressions. Et ça aussi, on peut faire des zooms régionaux, on peut le voir par date ou autre au niveau national, voilà. Et puis, si vous voulez être aidé, donc, on a la possibilité aussi de faire apparaître les
les noms officiels. On est en train de, aujourd'hui, pour rajouter des informations concrètes à votre disposition, l'ensemble des regroupements hospitaliers que nous condamnons en tant que coordination, mais qui existent comme tels et qui permettent donc de faire des analyses pointues sur votre GHT, par exemple. Et on ne peut faire apparaître, si on le souhaite, que les hôpitaux du GHT, si on veut montrer ça lors d'une séance publique. Donc ça, je pense que après un débat comme celui-ci, une présentation des possibilités de la carte, il faudrait qu'on ait un moment de formation. Voilà. Mon temps est supprimé, je suppose. Hein. T'es arrivé aux 10 minutes, parfait, voilà. T'es parfait. Merci. Pour une fois, c'est bien. T'es parfait, sauf que moi j'ai une question tout de suite à te poser. C'est comment on y arrive sur cette carte? Alors, donc, est-ce que tu peux refaire le chemin, c'est ce que je voulais nous faire montrer, voilà, nous montrer comment on y arrive, comment on peut utiliser cet outil? Merci. Alors, vous allez sur le site le plus important du net en France, celui de la coordination. Et en arrivant sur ce site, vous avez immédiatement donc les possibilités, quand je suis au début du site, voilà. Hein, vous avez en bas à gauche de la carte, c'est bien, donc à ma droite ici, vous avez la possibilité d'avoir les documents importants. Donc vous avez vu l'établissement de santé, suppression et maintien, c'est les deux gros fichiers qui servent en amont, que vous pouvez aller vérifier. Qu'est-ce qu'on a mis sur vous, hein, sur votre localité. Et puis vous cliquez sur carte, voilà. Alors ça peut être peut-être un peu long, hein, voilà, le temps d'accès. Là, ici, vous avez une page qui est intéressante parce que vous avez voilà, la carte elle-même dans un petit cartouche. Elle est active aussi, mais elle n'est pas pratique à utiliser parce qu'on ne sait plus si on est dans la carte ou dans la page. Donc, il ne faut pas les toucher, c'est juste une illustration. Vous avez par contre en bas les informations sur ce que vous souhaitiez avoir tout à l'heure. Donc, ce qu'on a choisi pour le moment de mettre en termes de légende, hein. Donc le vert pour les victoires, les établissements avec suppression en rouge, les établissements avec menace, les établissements outre cas, etc. Hein. Les possibilités, ce que je disais dans le camembert, sont comptabilisées les urgences, maternité, chirurgie, cardiologie, principalement parce que pendant longtemps, ce sont les services les plus touchés, même ceux aussi qu'il y en a bien entendu, beaucoup plus que cela. Non, mais c'est un test particulier. Et puis pour accéder à la carte, vous avez accédé à la carte à plusieurs endroits. Mais surtout, Roland a rajouté un point ici qui est important, où c'est la manière de l'atteindre le plus rapidement possible. Si vous souhaitez afficher la carte en mode plein écran active, alors activez l'avant-dernière icône de l'onglet, donc voilà, sur la carte ici en cliquant. Eh bien, en tout cas, merci à toute l'équipe qui a mis au point cet outil. Nous vous encourageons à faire remonter sur CDA 12550, etc., toutes les informations qui sont à votre disposition, les remarques que vous avez à faire, et puis d'autre part, à vous servir de cet outil. Vous ne pouvez pas le casser, donc il faut aller voir et puis s'amuser avec. Vous savez, faire comme les gamins, quoi, qui découvrent un jeu. Voilà, et ben nous, c'est un jeu qui peut rapporter gros, celui-là. Bien, eh bien, j'appelle tout de suite Michel Carréric, du comité de Laval, qui va nous expliquer un peu ce qui se passe, pourquoi la désertification sanitaire touche tout le monde dans les soins de premier recours. À toi la parole pour 10 minutes. Je prends n'importe lequel. Oui, celui que tu veux. Tu peux être assis, debout, comme tu veux. Bon, bonjour à tous. Alors, je vous préviens, je ne suis pas un orateur, moi. Alors, je vais essayer de faire très simple. D'abord, je vais vous dire qui nous sommes. Nous sommes une association à Laval, en Mayenne, qui s'est formée en 2016. On était environ 16-17 en 2016. Aujourd'hui, on est un peu plus de 900. Voilà. Actuellement, nous couvrons l'Allier, la Dordogne, la Manche, la Mayenne, le Nord, l'Orne, la Sarthe, la Haute-Saône, Paris et sa région parisienne. Grosso modo, c'est ça que nous sommes. Bon, pourquoi qu'on est né? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de difficultés pour beaucoup de citoyens français d'avoir un médecin traitant et référent. Donc, nous avons décidé de faire une association, ce que nous avons fait, et notre position, elle est assez simple. On se rend compte que les mesures incitatives ne fonctionnent pas, entre par exemple les aides financières, la défiscalisation, etc., etc.
Donc nous, l'association, on est contre ces mesures. Voilà, tout bonnement. Là, je fais court et simple. Donc nous, on défend un maillage national pour l'offre de soins de premier recours, médecins généralistes. On demande que ça soit comme pour les pharmaciens, les notaires, les huissiers, etc., que ce maillage passe par un conventionnement sélectif, c'est-à-dire en secteur déficitaire, sans problème en revanche dans des zones surdotées, conventionnement après le départ en retraite des confrères. C'est-à-dire en clair, on souhaiterait que les conventionnements ne puissent être accordés que quand ils s'installent dans des endroits où c'est nécessaire pour les citoyens que nous sommes. Alors évidemment, ça heurte les opinions. Tout de suite, on nous dit c'est une atteinte à notre liberté. Eh ben non, nous, on n'a rien contre la liberté, absolument pas. On souhaiterait simplement, c'est que les 9 à 10 millions de Français qui n'ont plus de médecin référent puissent en avoir un et être soignés. C'est tout simple. D'un côté, vous avez en gros 10 millions de Français qui n'ont plus rien, puis de l'autre côté, vous avez environ 300 000 médecins, etc., qui, eux, font ce qu'ils veulent. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse crever les 10 millions, ou alors, à un moment donné, on va décider de contraindre un peu 300 000 personnes. Surtout que ces 300 000 personnes, pour une bonne part, ont toutes fait leurs études liées aux impôts et payées par tous les gens que nous sommes. Alors la situation est simple, hein. Il va falloir à un moment donné choisir. Mais là, les pouvoirs publics, tout le monde se défile, tout le monde refile le bâton ennuyé aux autres, et puis personne ne veut prendre de position. Donc nous, on l'a pris la position un peu radicale, mais enfin bon. On a décidé de prendre une avocate, entre autres maître Corinne Lepage. Et nous avons envoyé, voilà, quelques mois, un courrier au Premier ministre et un courrier au ministre de la Santé, qui, va de soi, ne nous ont pas répondu. C'est ce qu'on appelle un refus implicite, ça. On s'y attendait, le reste aurait été impossible. Et du coup, on a saisi le Conseil d'État. On attend une réponse. On ne se fait pas trop d'idées, on sait qu'on va être rebooté, ça c'est clair. Mais comme on est têtu, je pense que nous remettrons ça. Parce que va peut-être falloir que tous nos politiques se posent la question, qu'est-ce qu'on fait ? C'est trop facile de toujours nous dire on va mettre des maisons, on va faire ci, on va mettre des beaux appareils, plein de belles choses. Mais en attendant, les gens ils sont toujours là en train de crever. Donc faudra qu'ils se décident. Et surtout que quand même les 10 millions de personnes, ce sont 10 millions d'électeurs. Là j'arrive mal à comprendre comment qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait une importance. Voilà. Écoutez, je ne sais pas si je suis orateur, mais enfin, j'ai essayé d'être clair. Hein. Surtout extrêmement concis. Ah. Extrêmement concis. Donc, je résumerai d'une phrase. C'est pourquoi la désertification sanitaire touche tout le monde dans le soin de premier recours. C'est parce qu'il n'y a pas de régulation de l'installation des médecins. C'est ça. Exactement voilà. ça. Donc, c'est ça la réponse. Bon, voilà. Et puis, nous verrons cet après-midi comment on peut, les différents comités luttent contre ces déserts sanitaires et ce qu'ils proposent. Et tu interviendras justement, mais tu l'as déjà abordé, sur la lutte juridique initiée par le comité de Laval. Bien, alors là, je trouve, on va galoper, parce que je viens d'apprendre que la représentante de Sarlat, qui devait nous parler de la situation dans les EHPAD, ne peut venir que cet après-midi parce qu'elle a été réquisitionnée ce matin et elle travaille. Je ne sais pas, on ne sait pas pourquoi elle a été réquisitionnée, elle nous le dira cet après-midi, mais donc ça nous permet de commencer tout de suite le débat et peut-être donner la parole tout de suite à Roland Vachon à propos de la carte, de l'outil de la carte, puisqu'il l'avait réclamé. Si vous avez des informations à faire remonter à la coordination pour qu'on fasse des modifications sur le fichier et sur la carte, il faut transmettre ces informations à la boîte mail de la coordination. La boîte mail est relevée tous les jours et donc les messages que vous allez transmettre seront transmis à ceux qui tiennent la carte à jour et les modifications seront apportées à ce moment-là. Deuxième remarque,
Si vous avez l'intention à un moment donné d'utiliser la carte et que vous rencontrez des problèmes pour faire ce que vous souhaitez exploiter, là encore, faites-nous signe par l'intermédiaire de la boîte aux lettres et nous essaierons à chaque fois de répondre à votre demande. Merci Roland. Oui. Je me suis amusé à faire un petit tableau il y a 2 jours qui m'a plongé dans un abîme de réflexion. Tu avais ton maillot de bain ? Alors, c'est la répartition, le nombre de médecins généralistes par département. Alors, la moyenne, c'est à peu près ça, France métropolitaine. Donc, la moyenne, c'est 153. Et ça varie de 248 à 96. Donc, un facteur plus de 2, du simple au double, disons. Alors, ce qui m'a étonné un petit peu, c'est la répartition. Si je prends, mettons, les 15 premiers, Paris, Hautes-Alpes, donc c'est le département, la moyenne du département, Paris, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées, Haute-Vienne, Savoie, Pyrénées-Atlantiques, Alpes-Maritimes, Hérault, Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Gironde, Haute-Garonne, Pyrénées-Orientales, Meurthe-et-Moselle, Rhône. Donc ça, c'est ceux qui sont, j'utiliserai pas le terme de surdotés, je ne suis pas sûr qu'il y en ait, à part peut-être Paris 16e ou la Croisette, mais ceux qui sont très au-dessus de la moyenne. Si je prends les 15 derniers, c'est l'Aube, la Sarthe, Yonne, Seine-Saint-Denis, Mayenne, Essonne, Oise, Val d'Oise, Aisne, Loiret, Cher, Eure-et-Loir, Ain, Seine-et-Marne, Eure. Donc ça ne correspond pas forcément à ce qu'on a dans la tête. Par exemple, je n'ai pas cité la Creuse, qui est le symbole des déserts, d'une façon générale de services publics, pas spécialement médicaux d'ailleurs. Mais je veux dire, donc, j'ai regardé certains de nos comités. Il y en a qui sont dans des zones au-dessus de la moyenne, je ne dirais pas surdotées, parce que tout le monde se bat et tout le monde a raison de se battre. Donc je pense que c'est pas... Donc j'élimine la notion de surdotation, sauf quelques exceptions, je pense. Mais je pense que ce n'est pas qu'une question de régulation, c'est une question générale en France de manque de moyens. Je pense que les déserts, effectivement, c'est un peu d'ailleurs ce qu'a dit le sujet de nos débats ce matin, c'est véritablement qu'il y a sous-médicalisation partout. Alors là, j'ai pris l'exemple des médecins généralistes, c'est un point. Mais si on regarde les spécialistes, ce n'est pas le même classement. Si on regarde les infirmières, c'est encore un autre. Donc on peut regarder sous tous les angles. Dans certains endroits, on peut se déplacer plus facilement, dans d'autres plus difficilement. Parfois, la population est plus jeune, parfois elle est plus âgée. Donc, je veux dire, c'est multicritère. Simplement, c'est quand même une question beaucoup plus complexe, me semble-t-il, que simplement, disons, l'arithmétique brutale et surtout la très grande diversité de ce qu'on a à l'heure actuelle. C'est vrai qu'on a pas mal... Il y a quelques années, j'étais tombé par hasard sur un tableau qui donnait par commune. C'est pareil, en médecin généraliste, il y avait certains de nos collectifs qui étaient très au-dessus de la moyenne. Ça n'empêche pas qu'ils avaient raison de se battre, mais il y a d'autres qui sont très au-dessous. Donc une extrême diversité et un élément de réflexion générale, mais je crois que c'est surtout le manque de moyens sur l'ensemble du territoire. À Paris, le 19e et le 20e sont des déserts médicaux, très clairement. Donc c'est intéressant ce que tu as fait, il faut que tu l'envoies, mais ça demande... Alors, il y avait une demande de parole, non, un peu au-dessus, là. Voilà, le premier, c'était là-bas. Ce n'est pas uniquement une question de répartition. Ce qu'il faut rappeler déjà, c'est qu'on a diminué drastiquement le nombre de médecins formés. À la fin des années 70, on était à 9000 médecins par an. On est passé à 3200, 3400. Et on a été maintenu à ces chiffres-là pendant plusieurs années, sous prétexte que augmenter le nombre de médecins, c'était augmenter la consommation de soins, parce qu'on était quand même déjà dans cette logique-là, et donc les dépenses de santé. Voilà. Ensuite, on a une évolution démographique de la population, tout simplement. On a augmenté le nombre d'habitants en France. On a dépassé les 60 millions, si je ne suis pas trop dans les mauvais chiffres. On a une population plus âgée, donc plus âgée avec des maladies chroniques. Et tant mieux, on fait vivre les gens plus longtemps, mais ça veut dire aussi que les besoins de santé ont augmenté, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. On a une hyperspécialisation de la médecine qui s'est créée et qui conduit aussi cette hyperspécialisation à une qualité de soins
accrue, mais qui nécessite forcément de démultiplier les équipes, en particulier à l'hôpital, en particulier en chirurgie, mais pas que. Donc voilà, on a tous ces éléments-là qui n'ont pas été pris en compte, ou volontairement, hein, parce que la logique était quand même avant tout de diminuer les dépenses publiques. Et actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'on a une privatisation de la santé, une privatisation de l'accès aux soins. C'est-à-dire que si vous êtes effectivement dans certaines zones, vous ne pouvez accéder à un gynéco, vous ne pouvez accéder à un ophtalmo qu'en secteur 2, avec des dépassements d'honoraires. Donc voilà, c'est aussi cette logique-là qui pèse actuellement, et y compris dans la désertification médicale, dans la désertification à l'hôpital, parce que les médecins sont bien mieux payés dans le privé, ils vont donc travailler dans le privé, on ferme des lits dans le public et on rouvre des lits dans le privé, dans les secteurs où il y a du privé. Et il y a des endroits où il n'y a pas de privé, donc et là où on peut se trouver dans des situations extrêmement dramatiques. Mais sur la région parisienne, trouver un gynécologue actuellement, c'est très compliqué. Trouver un ophtalmo, c'est très compliqué. Ils prennent plus de nouveaux patients. Trouver un médecin traitant, c'est très compliqué dans les Yvelines. Voilà. Il y a une autre chose aussi dans les chiffres qui ne sont pas donnés, c'est qu'actuellement, dans le secteur où moi je travaillais, il y a 4 ans, quand on avait un peu regardé les choses, plus de 50% des médecins avaient au-delà de 55 ans. Donc vous imaginez bien qu'au-delà de 55 ans, il y en a un certain nombre qui partent, il y en a un certain nombre qui meurent en n'étant pas partis, qui font leur infarct, qui font leur AVC, etc. Il y a pas simplement les médecins, il y a toutes les professions de santé. Actuellement, il n'y a plus d'orthophonistes à l'hôpital, on ne trouve plus de kinésithérapeutes, ou difficilement. Il y a des hôpitaux où il n'y a plus de kinés, il n'y a plus de radiologues. Enfin voilà, on est dans des situations extrêmement dramatiques, beaucoup plus que on pense nous-mêmes actuellement. Voilà. Ce sur quoi je voulais attirer l'attention, c'est que les chiffres bruts qui sont donnés là, des moyennes par département, etc., masquent une vraie réalité. Hein. Ça nous pousse de fait à penser la question uniquement en termes de nombre de médecins par centaines de milliers d'habitants ou dizaines de milliers d'habitants. Bon, c'est une donnée, mais c'est pas suffisant. Bon, c'est pas suffisant parce que ça ne renvoie pas à la démographie. Selon les zones, la démographie n'est pas la même, et notamment en matière d'âge. Vous avez des zones où il y a plus de personnes âgées, des départements où il y a... Bah oui, et c'est une réalité qu'il faut prendre en compte, bien évidemment, parce que on le sait, malheureusement, c'est comme ça, c'est plutôt quand on est âgé qu'on est amené à consommer beaucoup de soins de santé de différents ordres. Donc, il faut prendre en compte ces dimensions-là. Et puis surtout, je pense que ces chiffres moyens nous poussent de fait à penser la question en termes de répartition. Et ça, c'est le leitmotiv des autorités publiques et des politiques depuis une trentaine d'années. C'est, en gros, le problème, c'est que les médecins sont mal répartis. Or ça, c'est une fausse information, enfin, c'est pas juste. Il y a une dimension qu'il faut prendre en compte très fortement, c'est qu'en plus, y compris ces chiffres, il faudrait interroger les sources. Si vous prenez les sources, je pense que les sources, c'est essentiellement les conseils de l'ordre qui donnent ça. Mais dans la vraie vie, les conseils de l'ordre ne savent pas vraiment ce que font les médecins. Bon, pourquoi ? Parce qu'il y a une diversification de l'activité. Je vais donner un exemple pour illustrer la question. Moi, j'ai été médecin territorial en PMI, en Seine-Saint-Denis, pendant une trentaine d'années. Bon, j'étais temps plein là-dedans. Bon. Mais plus le temps arrivait, plus on a vu arriver des collègues qui faisaient un peu de libéral, un peu de centre de santé, un peu de PMI, et c'était extrêmement difficile de savoir exactement quelle était... Alors évidemment, pour le conseil de l'ordre, ils étaient obligés de déclarer une activité principale. Donc ils déclaraient en activité principale médecin libéral ou médecin en centre de santé, mais le conseil de l'ordre enregistrait ça, mais ça ne reflétait pas la réalité. Ça, c'est la première chose qu'il faut avoir en compte, tenir en compte. De plus en plus, les médecins, et notamment les jeunes médecins, n'ont plus envie d'être mono-activité. Bon, ça, c'est une réalité à prendre en compte. La deuxième réalité à prendre en compte très fortement, c'est que l'époque du médecin généraliste avec son cabinet dans la ville X, Y ou Z, qui travaille de 7h du matin à 22h le soir, qui est tout seul et qui fait partie des autorités locales avec le curé, le notaire et le maire, c'est fini cette histoire-là. C'est fini. Les jeunes ne veulent plus travailler comme ça. Les jeunes veulent vivre. Bon, pour des raisons personnelles, je suis amené à rencontrer beaucoup de jeunes médecins aujourd'hui, et notamment de jeunes internes. J'en ai encore croisé une vingtaine ce week-end dernier. Mais ils le disent tous, ils ne veulent plus travailler comme on bossait dans le temps. Ils veulent avoir, et c'est normal, c'est légitime, ils veulent avoir une vie de famille, ils veulent avoir une vie sociale, ils veulent avoir une vie, de culture, bref. Et ça, c'est très important à prendre en compte par rapport aux besoins. Donc, alors on a cité évidemment le numerus clausus qui continue
Voilà. Et puis évidemment, tu as raison, Françoise, la question de l'âge. Hein. On avait fait dans notre service la même remarque. 50 ou 60% des médecins avaient plus de 55 ans. Donc on savait qu'au bout d'un certain nombre de temps, ils allaient bon. Tout ça pour dire qu'en ce qu'on appelle, en médecine ambulatoire, parce que c'est de ça dont parle Jean-Claude, hein, en médecine ambulatoire, c'est extrêmement difficile de faire. Et ce qu'il faudrait faire, hein, je le dis, bon, c'est colossal, hein, mais il faudrait faire un travail un peu équivalent à ce que Michel nous a présenté au début d'intervention sur les hôpitaux, mais il faudrait pouvoir faire la même chose un peu en matière de comment dirais-je, de médecine ambulatoire. Dernière chose à prendre en compte aussi, quand on regarde les chiffres, attention, quand on nous présente les chiffres des maisons de santé, notamment les maisons de santé ou centres de santé qui s'ouvrent, on oublie de dire que bien souvent dans les maisons de santé qui s'ouvrent, les médecins qui rentrent dans les maisons de santé, c'est les anciens médecins du coin. Et en fait, il n'y a pas de création. Mais je dis ça parce que très souvent, les autorités communiquent sur la terre. On a créé des postes. Bon, mon œil, ils ont créé. En réalité, vous avez une série de médecins qui transforment leur cabinet médical, qui rentrent dans la maison médicale du coin pour plein de raisons tout à fait justifiées. En plus, ils ont envie de travailler un peu en équipe. Voilà. Et puis, quelque part aussi, des fois, la maison de santé, elle est plus adaptée à leurs besoins. On citait Paris tout à l'heure. Moi, j'ai connu à Paris des médecins libéraux qui rentraient dans la maison de santé du coin. Et pourquoi ? Parce qu'ils avaient leur cabinet médical en étage, qu'il n'y avait pas d'ascenseur et qu'ils n'étaient pas aux normes pour l'accès handicapé. Et évidemment, s'installer 50 mètres plus loin dans la maison de santé du coin, c'était tout bénéfice quelque part, puisqu'ils se mettaient aux normes. Donc, il y a toutes ces réalités-là à prendre en compte en termes de communication sur les... Merci beaucoup. Ah, excuse-moi. Non, mais je t'en prie. Non, mais nous avons encore une demi-heure devant nous. Et donc, la parole maintenant à Michel, Anthony. On va se répéter sans doute les uns les autres. On va essayer de le faire Michel le moins Anthony possible. de Lure. Donc, je suis Michel Anthony pour la Haute-Saône. Au départ, on était centré sur Lure, au pied des Vosges. On s'est ouvert à tout le département. On a un GHT qui est départemental aujourd'hui, hormis une petite partie sur l'aire urbaine de Belfort-Montbéliard. Voilà, pour vous localiser un petit peu. Alors, on est nous aussi confrontés à ce qui vient d'être dit au niveau de la désertification. Le combat qu'on mène, c'est un combat général qui touche autant les postes vacants à l'hôpital que le manque de médecins, d'infirmiers ou d'autres catégories proches de la santé, aussi bien la santé dans le domaine du travail que dans le domaine de la prévention scolaire, etc. La désertification, elle est générale. C'est vrai que dans les régions rurales, apparemment, on peut mettre le doigt sur des aspects qui sont plus particuliers. Par exemple, l'espérance de vie des gens est en train aujourd'hui d'être de plus en plus diversifiée. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui ce qu'on n'avait pas dans les années du début du XXIe siècle, une foule d'informations malgré tout. Hein. Voilà. J'en ai pris deux. Hein. La dernière en date, c'est le spécial Monde de l'été sur la désertification médicale. Et puis surtout, le super travail que vient de faire l'Association des maires ruraux de France, avec cette fois ce qui répond aux demandes qui viennent d'être faites, des analyses fines, non plus par département, mais par canton, ce qui permet de mettre l'accent sur la généralisation de la désertification médicale sur tous les territoires, urbains, ruraux, grandes villes, petites villes, banlieues. C'est le même phénomène partout. Par exemple, à Bourgogne-Franche-Comté, on a 8 départements. On nous dit toujours la Côte d'Or, Dijon, le Doubs, Besançon, parce que ces deux CHU s'en sortent bien. Eh bien, dites ça à nos copains de Châtillon-sur-Seine, dans le nord de la Côte d'Or, c'est la pire des désertifications en milieu sanitaire que l'on puisse connaître. Hein. Et donc, ça veut dire que ça ne veut rien dire, effectivement, quand on donne des chiffres globaux. La deuxième chose que je veux dire, il faut faire attention. C'est vrai qu'on peut mettre l'accent sur une spécificité plus rurale, plus montagneuse d'une enclave particulière et se donner des arguments pour défendre un site hospitalier et la nécessité d'y trouver des gens. Mais ça nous fragilise parce que nous sommes sur tous les endroits du territoire confrontés aux mêmes réalités. Voilà. Et puis, contrairement peut-être à ce qu'a dit Bruno, il faut parler de la distribution médicale. Il faut absolument la parler parce qu'elle est très inégalitaire quand même. Et dans nos régions, ceux qui s'en sortent sont ceux qui ont des réseaux, sont ceux qui ont la mobilité, sont ceux qui vont en vacances dans les zones où il y a des médecins disponibles, et sont ceux qui ont les moyens pour pouvoir se payer des dépassements d'honoraires. Si on ne dit pas ça, on est en dehors du coup de la sociologie française, et des 20 à 25% de nos concitoyens qui n'accèdent plus aux soins, qui ne prennent plus des prothèses, qui ne se déplacent plus parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, et ça rejoint la problématique générale de tous les services publics, ça.
et notamment celle du problème de la mobilité et des transports. Michel Gelamion l'a bien dit hier soir, mais quand on cumule le manque de moyens de transport, quand on cumule un manque de moyens sanitaires, quand on est obligé de se déplacer pendant 30 minutes, voire 1 heure, voire 1 heure et demie pour trouver les spécialistes qu'on n'a pas, non seulement on est en danger, non seulement ça coûte cher, non seulement c'est une connerie sur le plan écologique, mais enfin, c'est la fin de notre système républicain égalitaire et solidaire qu'on essaye de sauvegarder. Donc aujourd'hui, voilà, je termine là-dessus. Les constats, on les a. On a les informations. On a la réalité. Il faut une exigence forte. Et l'exigence forte, c'est ce qu'on dit tous aujourd'hui. Il faut non seulement maintenir les services, il faut s'opposer à toutes les fermetures, il faut obliger la répartition actuelle médicale qui est néfaste, qui ne correspond pas aux besoins, à changer, la faire d'une manière pas trop avec obstacles et conflits peut-être avec les professionnels. Mais si on ne met pas ça en avant dans nos propositions, on sera en dehors d'une réalité qui s'aggrave aujourd'hui et on n'aura plus de pertinence auprès des citoyens qu'on représente. Voilà. Donc, d'abord, je voudrais remercier le comité de Sarlat et aussi pour la carte. Parce qu'on avait essayé de faire une carte. On a fait des cartes manuellement en 2018 sur les fermetures, les luttes, etc. Mais après, on a voulu remettre à jour et c'était très difficile à faire. Parce qu'en plus, avec l'ambulatoire et les fermetures de lits, ce qui se passe, c'est que on est un peu... Enfin, ce qui mélange les trucs, c'est qu'ils ferment les lits d'hospitalisation complète et ils marquent les créations de places. Ce qui n'est pas très clair après pour se rendre compte des pertes de lits. Parce qu'en fait, ils font de l'ambulatoire et dans les places... je pense qu'il peut y avoir 2 places pour un seul, par exemple, hôpital de jour ou les... Enfin bon, on ne sait pas trop à quoi correspondent les places, mais ça mélange les trucs. Et donc, quand on parlait de désertification médicale et qu'on parle des endroits surdotés, par exemple, à Tours, où il y a un gros hôpital, où il y a 10 000 agents, et par contre, il y a aussi des problèmes pour se soigner. Bon, on a fait une réunion, par exemple, à Saint-Pierre-des-Corps, qui est juste à côté de Tours. Les femmes qui étaient là, bon, elles disaient qu'elles avaient plus de suivi gynéco depuis qu'elles avaient accouché. Donc, c'était entre 9 ans et 22 ans. Vous vous rendez compte? Donc, quand on parle de prévention, etc., il n'y avait pas de suivi gynéco. Il y avait une femme pour la question de la psychiatrie. Donc, on voit en psychiatrie, donc, ils veulent restructurer et ils ont l'intention de fermer des lits. Mais là, même déjà, par manque de médecins, il y a tout un service de 18 lits qui a été fermé donc, au moment du Covid, qui devait rouvrir en septembre, qui va être rouvert qu'en février, mais on n'est pas sûr. Et en même temps, quand on voit aussi les attentes, par exemple, quelqu'un qui avait un enfant handicapé, elle n'a pas de rendez-vous, il faut attendre 2 ans pour un rendez-vous. Donc, quand il y a des situations très, très difficiles, les gens... Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment des souffrances, quoi, ensuite, au niveau des hôpitaux, de l'hôpital, donc les services aussi ferment parce que les infirmiers, ils tiennent pas. Le personnel, il s'en va. On n'en a pas trop parlé, mais voilà. Et que même pour des opérations qui sont genre opération des varices, il y a des gens qui sont obligés d'aller à Chinon, à 40 km de Tours, parce que l'hôpital de Tours, il n'était pas capable, même après le Covid et tout ça, d'assurer. Pour la maternité de Chinon, elle est en sursis. Et par contre, il y a des gens de Tours qui vont accoucher à Chinon, des femmes de Tours qui vont accoucher à Chinon, parce que c'est plus humain que l'usine de l'hôpital, quoi.
Et la maternité est quand même en sursis. Ils ont fermé la maternité d'Amboise à côté. Ils avaient dit on laisse la périnatalité, et la périnatalité, ils la ferment aussi. En faisant l'ambulatoire au maximum, ils repoussent sur les services à domicile. Et il faut savoir qu'au niveau des services à domicile, c'est pareil. Il n'y a pas le personnel, il n'y a pas suffisamment de personnel et ce n'est pas attractif. Ce qui fait que pour aussi bien les soins à domicile, c'est-à-dire par les aides-soignantes, il n'y a pas assez. Donc, par exemple, le service de la mutualité à domicile, le SIAD, il y avait 60 personnes qui n'étaient pas prises en charge. Donc, c'est les familles qui doivent prendre en charge, ou alors c'est les aides à domicile. Mais comme les aides à domicile, c'est pareil, ils n'arrivent pas à recruter. Donc, et puis en plus, bon, vous avez... ils n'arrivent pas à recruter, c'est des conditions très difficiles pour les aides à domicile, les auxiliaires à domicile. On a fait passer aussi le film Femmes debout. Il y a une lutte notamment à Blois, la DMR de Blois, qui fait une lutte pour la reconnaissance de ce métier-là. Et donc, les prises en charge à domicile ne peuvent pas se faire non plus. Donc, c'est tout un ensemble. On ferme, on fait de l'ambulatoire, on oblige les gens à rentrer très vite. Et puis après, au niveau du domicile, il n'y a pas possibilité de prise en charge. Donc, c'est les familles, les aidants, etc. Je voudrais juste donner un exemple aussi. Fermeture de l'hôpital de semaine de pneumologie. Un exemple, un tétraplégique qui était suivi, qui faisait des apnées du sommeil, qui a le suivi là, il est obligé d'aller à 100 km à Angers, malgré les douleurs que ça occasionne la fatigue, etc. Parce que, à cause des restrictions de l'hôpital, quoi. Donc, même à Tours... c'est compliqué pour se soigner correctement pour tout le monde, quoi. Je crois qu'on ne peut pas dissocier la question des déserts médicaux de l'ensemble de la problématique des services publics et des bouleversements aussi sociétals. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne en compte aussi ce qui a été dit, c'est-à-dire la question aussi des souhaits des médecins de travailler autrement. Je crois que si on fait l'impasse là-dessus, on sera à côté de nos... on n'y arrivera pas. Alors, je ne dis pas que ça soit... Je trouve que cette question de la désertification médicale, elle est extrêmement complexe et elle touche à différents paramètres. Il y en a un dont on n'a absolument pas parlé, c'est la formation des médecins. Je crois que là aussi, c'est-à-dire que je fais cette intervention parce que j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec un jeune médecin qui avait posé sa candidature pour le centre de santé et qui m'a mis le doigt là-dessus en disant que leur formation ne les préparait pas à ce travail de terrain, de contact, de partage d'expérience et tout ça, alors qu'ils le souhaitaient. Et d'autre part, on a discuté justement sur l'obligation éventuelle il y a des déserts médicaux et pourquoi il n'y aurait pas une possibilité à la suite de vos études d'avoir un contrat et qui vous permette de combler pendant X années ces déserts médicaux. Et lui, là, il a fait vraiment le lien entre les déserts médicaux et les déserts de services publics. Il dit, on demande aux médecins d'aller dans des zones désertifiées. Il dit, c'est pas la présence du médecin qui va remplacer le manque de transport en commun, qui va remplacer l'école qui a fermé, qui va remplacer la poste qui a disparu. Donc, il y a bien cet ensemble. Et là, pour moi,
notre question plus particulière qui nous concerne, concernant les déserts médicaux, elle est à mettre en lien avec cet ensemble. Et je dirais, ça va au-delà. C'est des choix de société. Comment est-ce qu'on veut travailler? Comment est-ce qu'on veut être rémunéré? Comment on organise notre territoire? Comment là-dedans, c'est pas des choses qui nous tombent du haut, mais comment... Et ça, je pense que nos comités ont un rôle à jouer, c'est-à-dire d'essayer de, sur les secteurs où on est, de mettre en synergie c'est l'ensemble de ces partenaires, les décisionnels, avec les ARS, les élus et les usagers, ceux qui, au bout du compte, sont toujours, entre guillemets, les victimes de l'opération. Mais c'est ce travail-là, je crois que on a le constat, on a les chiffres. Ben maintenant, c'est les alternatives qu'il faut qu'on propose. Il y a une chose qu'il faut qu'on arrive à expulser. C'est que les déserts médicaux ont été aussi fabriqués à travers le numerus clausus. Et quand je suis en colère, je me dis, il faudrait créer un tribunal spécial pour qu'ils viennent nous expliquer pourquoi ils ont pris de telles décisions. Pourquoi ils ont pris de telles décisions qui a duré aussi longtemps. La lecture, vous avez certainement vu passer ce graphique sous vos yeux. Mais on ne s'y attarde pas, c'est un graphique, il est joli, il est beau, ça fait une belle colline, 2 belles collines avec un beau gouffre. On s'imagine faire de la randonnée là-dedans. Non, c'est un drame. C'est la pire des inventions du XXe siècle, la pire, qui a duré 50 ans. Les médecins qui sont rentrés dans le circuit en 1972 ont aujourd'hui 70 ans. D'accord? Ils ont 70 ans, ils vont partir. Les 5 premières années du numérus a été à une moyenne de 8500. Les 5 premières années, de 1972 à 1977-78, et qui concernaient essentiellement la médecine générale. Après 1978, on a fait rentrer les pharmaciens, les kinés, ce qui a baissé le taux des médecins de la médecine générale. Je vais aller très vite. Oui, 1970. Oui, s'il te plaît. Je vais aller très vite. Le gouffre, les 2 bords du gouffre, 1978-2017, ça correspond à plus de 120 000 étudiants en moins dans le circuit. Ces 120 000 étudiants qui auraient dû être des 120 000 médecins aujourd'hui n'existent pas. On ne peut pas les remettre on ne peut pas les mettre ni les toucher. Ils n'existent pas. Et nous sommes au début du drame qui va durer 15 à 20 ans. Et on va entendre pendant 15 à 20 ans ou voir fleurir, comme je le vois dans mon département maintenant, les banderoles au début et à la sortie des villes avec « on veut notre médecin, on cherche notre médecin ». On va en voir fleurir de partout. On pourra ouvrir des centres de santé de partout. On va s'en féliciter, sauf qu'on ne pourra plus mettre personne dedans, sauf à aller les chercher à l'étranger, sauf à demander aux médecins qui ont 70 ans aujourd'hui de pousser jusqu'à 80 s'il faut. Nous en avons 2 en France aujourd'hui qui ont plus de 90 ans. Donc, il y a ça. Ou alors de déléguer des actes médicaux aux infirmiers, aux professionnels de santé qui sont à côté. Donc, il faut qu'on arrive à un moment donné à en parler pour qu'on expulse ce problème lié au numerus clausus qui fait partie intégrante du drame que nous vivons aujourd'hui et notamment à travers les déserts médicaux. Merci. La parole à Jean Schaeffer. Véran a déclaré il y a environ un mois que l'histoire des déserts médicaux, dans 4 à 5 ans, ce serait réglé. Bien évidemment, on ne peut pas aller le suivre là-dessus, puisque nous ne cessons de dire à chaque fois qu'on se trouve dans les réunions que le drame, il n'est pas derrière, il est devant nous. Et effectivement, comme vient de le dire le camarade juste avant moi, on va vivre des moments encore plus difficiles
dans les 5 à 6 ans. Il suffit pour ça, il n'y a pas besoin d'être très fort, il suffit de regarder les courbes démographiques des médecins. Et comme ça a été dit, quand on voit l'âge des médecins moyens, on voit très bien que dans 4 à 5 ans, ça va être une véritable catastrophe. Dans notre ville à Mayenne, on a un des plus beaux et des plus grands pôles santé qui existent en France, qui revendique 70 professionnels, etc. Bon, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand ce pôle a été construit, quand il est rentré en activité il y a 3 ans, je crois, il y avait 11 cabinets pour des médecins généralistes, il n'y en avait déjà que 7 de remplis. Aujourd'hui, il y avait 15 cabinets, il n'y en avait que 11 de remplis. Aujourd'hui, il n'y a plus que 7 médecins généralistes. Là, on va avoir une crise très importante dans les prochains mois. Il y a 2 jeunes femmes médecins qui sont en congé maternité. Il n'y a pas de remplaçant. Donc on a vraiment une catastrophe qui s'annonce, et on ne peut en aucun cas dire, comme l'avait dit Madame Buzyn, et comme le répète comme un âne Monsieur Véran, que 2025, c'est le moment où effectivement on va pouvoir sortir la tête de l'eau. C'est pas vrai. Et je crois qu'il faut le dire autour de nous, il faut le dire et le répéter, et en quelque sorte contrebalancer cette espèce de propagande malsaine qu'il y a dans les médias. La conséquence de la désertification médicale, elle commence à se chiffrer en termes de longévité. Puisqu'il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui disait qu'en 25 ans, les zones les plus touchées par la désertification médicale, il y avait une baisse de l'espérance de vie de l'ordre d'1 an et demi en une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'on commence à le chiffrer. On le chiffre directement, et ce que nous étions un certain nombre à dire depuis des années et des années sur les conséquences de la désertification médicale, effectivement, maintenant, il y a un tas de gens qui le disent, qui le confirment et qui le chiffrent. Le problème central, bien évidemment, c'est le problème de la formation. Comme ça a été dit, on a vécu avec le numerus clausus pendant 50 ans. Maintenant, j'aurai une petite divergence avec le camarade qui a parlé tout à l'heure. Moi, je ne pense pas que la question du numerus clausus soit une question qui soit réglée. Effectivement, sur le papier, il n'y a plus de numerus clausus. Il y a ce qu'ils appellent maintenant un numerus apertus. On nous rebat les oreilles en nous disant que il n'y a jamais eu autant de médecins d'étudiants qui soient rentrés en formation que cette année. C'est une aberration de prétendre ça. D'abord parce que, comme l'a dit Françoise tout à l'heure, les jeunes médecins, il en faut beaucoup plus pour remplacer les médecins qui partent en retraite. Ils n'ont plus envie de vivre au même rythme que leurs prédécesseurs, et on ne peut évidemment pas leur jeter la pierre. C'est une profession qui s'est féminisée, et c'est une bonne chose. Il y a maintenant plus de jeunes femmes que de jeunes hommes qui deviennent médecins. Donc tout ça, ça crée des conditions qui sont complètement différentes. Moi, j'ai coutume de dire que pour remplacer un médecin qui part en retraite aujourd'hui, il en faut pratiquement 2. C'est grosso modo ça. Hein, c'est grosso modo ça. Donc, ce n'est pas avec la hausse relativement minime née de la réforme des études médicales qu'on va s'en sortir. Il faut un recrutement massif de médecins. Et je voudrais dire 2 mots sur la réforme des études médicales, qui est une véritable catastrophe. L'histoire du PASS et du LAS, là, qui a remplacé le PCEM, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'à nouveau, encore cette année, il y a des jeunes vraisemblablement brillants, qui ont des moyennes absolument exceptionnelles, qui se font remballer, qui se font jeter, avec en plus même pas la possibilité d'avoir une possibilité de faire des études parallèles pour revenir après dans le système comme ça leur était promis, puisque les places sont bouchées, qu'il n'y a pas assez de places dans les facs, etc. Puisqu'il y a une question de formation fondamentale. Pour recruter, il faut des moyens. Pour former, il faut des enseignants, il faut des lieux, des amphis, etc. Et tout ça n'existe pas, ou tout au moins ça n'existe pas en quantité suffisante. Donc il faut véritablement, je pense, lancer une campagne sur le recrutement. Il faut un recrutement massif dans les professions médicales. Et comme ça a été dit, bientôt, ça ne va pas toucher que les médecins, ça va toucher les infirmières, ça va toucher les aides-soignantes, ça commence déjà. On sait très bien que dans notre région, par exemple, les concours ne font pas le plein. Les concours ne font pas le plein. Dans notre hôpital, il y a 16 ou 18 postes vacants d'infirmières. C'est véritablement, on avance vers le précipice en chantant. Enfin, pas nous on chante pas trop, ou tout au moins ce qu'on chante c'est pas très gai, mais il y en a qui nous font avancer en disant allez-y. On va à la catastrophe. Alors là-dessus, il faudrait vraiment intervenir. Maintenant,
immédiatement, et pour dire en 2 mots, moi j'aurais été content d'entendre le copain de Saône-et-Loire nous parler un petit peu du recrutement par le conseil départemental. On en parlera cet après-midi. Voilà, parce que je pense que le salariat n'est pas la solution, mais ça peut être une solution. Et on s'aperçoit que dans les zones où c'est proposé, bien évidemment, ça ne résout pas le problème global, puisqu'on a un manque de médecins global. Il y a des zones qui sont sous-dotées, il y a des zones qui sont au-dessus de la moyenne, mais il n'y a plus véritablement de zones qui soient en excédent considérable de médecins. Donc, effectivement, il faut mieux répartir. Et le salariat, ça peut être une solution pour attirer des médecins qui, justement, veulent travailler autrement en équipe, ne plus avoir leur temps bouffé par les actes administratifs, etc. Ça va être assez court parce que beaucoup de choses ont été dites, et en particulier sur les questions de la désertification et les causes, sur la sociologie des départements, les transports. Enfin, moi, je partage complètement l'analyse que Michel a très bien résumée. Un petit point, moi, d'interrogation que je peux avoir sur les données statistiques qui nous permettent effectivement d'avancer sur l'analyse. Moi, je pense qu'il y a peut-être un ratio qu'on n'a pas, c'est celui des médecins qui pratiquent les dépassements d'honoraires ou celles et ceux qui sont hors convention. Parce que je pense qu'on ne peut pas aborder la question de la démographie, du numérus, etc. Enfin, tout ce qui a été dit, bon, je le partage, et je pense qu'on a beaucoup alimenté ce débat-là. Mais il y a une transition quand même à mettre en avant, ne serait-ce que par rapport aux luttes et à l'engagement militant que l'on peut avoir face à la population qui se trouve confrontée à l'exclusion des soins. C'est cette question quand même du dépassement d'honoraires et d'un certain nombre de spécialités, certes, qui sont liées à un déficit réel, mais pas seulement, qui sont liées au fait qu'on a de plus en plus de hors-conventionnement et d'accessibilité à des spécialités qui ne sont possibles qu'à celles et ceux qui ont les moyens de payer. Et là, je crois que ça, c'est peut-être aussi un élément du débat qu'il faut que l'on appréhende très très vite, y compris parce qu'en termes d'action, il y a peut-être des choses possibles. Moi, je crois qu'on avait parlé il y a quelques années de montrer aussi du doigt celles et ceux qui sont dans ces pratiques, de les dénoncer, voire même d'occuper ces lieux qui sont devenus insupportables dans le contexte qu'on a tous décrit, dans le cadre de la désertification, sachant que l'accessibilité aux soins, et ça juste pour terminer, parce que c'est aussi un élément de débat qu'il faudra qu'on affine, c'est la question de la jeunesse. On parle de problèmes de désertification parce que nos départements ont des longévités, des personnes âgées, etc. Mais nous, et on le voit bien en Dordogne, mais ailleurs aussi, il y a aussi une partie d'une population jeune qui sont de plus en plus mal payés, qui vivent dans des conditions sociales et de précarité de plus en plus importantes. Et ceux-là aussi ne vont plus même voir un généraliste secteur 1, parce que même 25 € aujourd'hui pour une consultation en attendant le remboursement, c'est un vrai problème et ça crée des exclusions de plus en plus importantes. Donc, bon, c'était juste pour alimenter un petit peu des éléments supplémentaires dans le cadre de l'analyse qu'on peut porter sur la question de la désertification. Merci Irène, tu as bien raison. À partir de quoi on déclenche un mouvement, on peut faire des propositions qui s'inscrivent dans une logique nouvelle, concrète, parce qu'on sait très bien il n'y a plus de médecins, donc c'est pas possible. Voilà la réponse. Pour éviter le fatalisme, il faut réfléchir à des propositions qui soient portables par le mouvement. Voilà ce que je voulais dire. À partir à la fois des besoins des patients et des aspirations des médecins. Et la salarisation des médecins, ça se développe aussi chez nous, avec des centres de santé, mais aussi le conseil départemental a mis un centre de santé départemental. Moi, j'interviendrai tout à l'heure parce que sur l'action qu'on mène à Marmande, voilà, parce que c'est l'ordre du jour qui est organisé comme ça. Oui. Merci beaucoup de cette concision. Et donc, je vous propose qu'on s'autorise une pause, disons jusqu'à 11h05, et on reprendra à 11h05 jusqu'à 12h30 pour envisager les déserts sanitaires à l'hôpital, lutte et propositions à partir des témoignages des comités qui sont actuellement en bagarre.